Bon, Spirou, première impression et tout est tombé. Eh bien bonjour et bienvenue tout simplement dans un première impression, ce coup-ci sur un tome de BD franco-belge, parce que tout est permis sur cette chaîne, La mort de Spirou. Et quand je dis première impression, c'est littéralement première impression. J'ai acheté cet ouvrage ce matin et j'enregistre donc l'après-midi. Il est environ 14h30. Voilà, je l'ai acheté vers 11h. Ah non, je déconnais pas quand je disais que ça allait être mes premières impressions brutes. Donc, La mort de Spirou, c'est le numéro 56 de la longue série des aventures de Spirou et Fantasio. Et donc du coup, comme j'essaye toujours de faire les choses à peu près bien, on va reparler vite fait de Spirou, même si je vais sans doute en parler ailleurs sur cette chaîne. Alors Spirou, c'est un personnage assez vieux, parce qu'il est par exemple aussi âgé que Superman, il est né la même année, en 1938. Spirou est en fait le fruit d'une demande de l'imprimeur Dupuis, qui souhaite créer un journal de bande dessinée, histoire un peu d'éduquer le monde et puis aussi de faire tourner finalement ses propres imprimeries. Il a l'idée d'un personnage qui s'appelle Spirou et il va essayer de demander à un dessinateur français, Rob Vell, de créer un petit peu le personnage. Et c'est ainsi qu'en 1938 commencent les aventures de Spirou dans le journal éponyme, Spirou. Spirou, à la base, c'est un gamin, on est sur un gamin qui aurait environ 8 à 10 ans, tu vois, quelqu'un d'un peu espiègle, qui n'hésite pas, qui n'hésite pas à cogner, qui peut avoir des petites sautes d'humeur, voilà. Spirou, est beaucoup moins lisse que beaucoup de personnages de la bande dessinée franco-belge, en tout cas. Pour son personnage principal, on est loin du côté lisse. Et donc à cette époque, on n'a pas encore ni Fantasio ni Spip. Spip arrive, je crois, en 1941. Donc quelques années après, c'est Spirou qui le délivre du labo d'un savant fou. Je vais essayer de faire vite sur l'historique, surtout qu'en plus, je risque d'en refaire un d'ici peu dans un Pourquoi j'aime Spirou, qui sera peut-être d'ailleurs déjà sorti quand cette vidéo sortira, je ne sais pas. C'est rigolo ça. Bref, en 1943, avec la Seconde Guerre mondiale et tout ça, il est désormais impossible à Rob Vell de faire parvenir les planches, tout simplement, des aventures de Spirou, même si pas mal de personnes dans le studio, il n'y a pas que Rob Vell qui a travaillé, il y a aussi sa compagne Blanche Desmoulins. Il y a aussi, il y a d'autres personnes qui ont transité. Déjà à ce moment-là, il n'y a pas que Rob Vell qui touche au perso. Et donc du coup, il va être, il y a aussi le fait que en Belgique, le journal Spirou est arrêté parce que le journal Spirou ne tient pas tellement à collaborer avec les Allemands pour le coup. Spirou a une très très grande histoire d'avoir justement résisté à l'envahisseur allemand. On a des récits par exemple, du coup pour continuer à faire vivre le personnage, ils ont créé un théâtre de marionnettes Spirou. On essayait de faire s'exfiltrer des enfants juifs, tout simplement de la capitale bruxelloise, quoi. Spirou a cette grande image justement de résistant, pour le coup, en tant que journal et en tant que membre du journal qui ont été résistants. Pour le coup, par exemple, un des rédacteurs en chef les plus prolifiques de cette période, qui signait souvent sous le nom de plume de Fantasio, notamment a fait partie de pas mal de réseaux. Et donc du coup, comme on pouvait plus parler avec la France et tout ça, quelqu'un d'autre, un Belge, ce coup-ci, puisque c'était quand même beaucoup plus proche, et Dupuis aimait bien quand c'était proche, faisait travailler avec des collaborateurs locaux,
En fait, à la base, il a travaillé avec Rob Vell parce qu'en fait, la compagne de Rob Vell, en fait, travaillait déjà dans le journal sous le pseudonyme de Davin. Donc du coup, ils ont pu faire ce rapprochement assez facilement. Et donc du coup, c'est JG qui a repris donc le personnage de Spirou, qui l'a fait vivre à peu près jusqu'au début des années 50, là où il a commencé à former quelqu'un d'autre qui a repris en fait la série, et c'est là que Franquin entre en jeu. C'est-à-dire que Spirou en fait n'a pas de propriétaire en fait. Spirou est un personnage de BD qui en fait a tout le temps évolué en fait. Et tout simplement parce qu'il a eu plusieurs auteurs et qu'il a connu en fait un peu toutes les périodes. Ce qui fait que Spirou en fait est toujours un personnage de son temps. C'est l'une des caractéristiques essentielles de Spirou. Spirou n'a jamais cessé d'évoluer. Et au fil du temps, en fait, le dessin, la façon de voir le monde, la façon de voir la société évolue dans Spirou. Et voilà, Spirou essaye toujours en fait de mettre cette évolution au grand jour. Et c'est une des choses qui fait que j'adore la série. J'ai découvert la série personnellement il y a bien longtemps, je crois que je devais avoir 6 ou 7 ans, dans une bibliothèque de mon école primaire, avec tout simplement Les Voleurs du Marsupilami, un album que j'ai beaucoup aimé. Mais voilà, ces derniers temps, Spirou bat de l'aile en fait, en termes de vente. Largement même. C'est bien simple en fait, depuis le départ de Tom et Jean-Ry en fait, la série ne renoue pas avec un grand succès populaire. Voilà. Pourtant j'aime bien les tentatives qui ont été faites après, j'ai beaucoup aimé l'époque de Marwan Mounira, Johan Evelman, c'était vachement intéressant, voilà. Mais voilà, Spirou et Fantasio, ça ne se vend plus. Ça n'a pas empêché Spirou et Fantasio en fait d'être l'endroit où on va faire des tentatives un peu expérimentales qui se sont disséminées mine de rien dans l'ensemble de la bande dessinée, puisqu'on a eu dès 2006 en fait des tentatives de faire une aventure de Spirou et Fantasio et donc en fait de laisser en fait libre cours à des auteurs un peu particuliers avec leur propre style, tout simplement se faire la main donc sur Spirou et Fantasio. Et donc alors ça c'était le tout premier, Les Géants Pétrifiés, fait par Johan Evelman, qui finalement vont reprendre Spirou et Fantasio quelques années après. Mais du coup, il y a eu énormément de titres en fait de Une Aventure 2. C'est aussi un concept qui a énormément marché dans la BD franco-belge. Par exemple, le Black et Mortimer de Chiuten, le dernier pharaon, les Lucky Luke de Mathieu Bonhomme, Qui a tué Lucky Luke et Wanted Lucky Luke. Bon, si Spirou et Fantasio n'arrivent pas à fonctionner en termes de vente, en termes d'esprit, il arrive à être encore très novateur dans la BD franco-belge et à lancer des choses, finalement, qui vont être repris par d'autres. Mais ça fait quelque temps qu'on n'a pas eu d'album de Spirou et Fantasio, déjà parce que, en fait, les auteurs de base, Velman et Johan, en fait, étaient partis sur tout à fait autre chose et avaient commencé à faire des albums de Super Groom, en fait, une sorte de version super-héros de Spirou en fait avec un jetpack, voilà, que sympathique, mais bon, c'est parfaitement dispensable. Et pour le coup, on n'avait pas de Spirou et Fantasio. Et donc arrive plusieurs années après le dernier épisode canonique en fait des aventures de Spirou et Fantasio, le tome 55, La colère du Marsupilami, qui voyait revenir la petite bête attitrée depuis longtemps éloignée des pages de Spirou et Fantasio. Voici donc le tome 56, La mort de Spirou. Et pour coordonner ces nouvelles aventures, on a aussi une nouvelle équipe artistique. On a 2 personnes au scénario, on a Sophie Guérive, que vous avez peut-être vu sur les bandes dessinées Tulip, ou encore Capitaine Mulet, qui étaient des bandes dessinées très sympathiques, et aussi Benjamin Habitant, dont en fait je crois c'est un des premiers travaux. Donc voilà, pour très bons premiers travaux pour le coup. Niveau dessin, on n'est pas trop dépaysé puisqu'en fait c'est Olivier Schwartz qui reprend donc les rênes, et Olivier Schwartz c'est bien tout simplement, il connaît bien Johan en fait, qui était justement sur la série juste avant lui. Donc ça marche bien. Si jamais vous ne voyez pas à quoi ressemble son style, c'est très simple, c'est les enquêtes de l'inspecteur Bayard. C'est ça Olivier Schwartz. Et donc ces 3-là, avec tout de même Alex Doucet à la couleur, tout simplement nous ont pondu ce 56e tome
de Spirou Fantasio, sobrement intitulé La mort de Spirou. Alors, qu'est-ce que ça vaut ? Je vais commencer par un petit pitch. Alors, c'est très simple, on est en fait dans quelque chose d'un peu méta à la base, c'est-à-dire que oui, en effet, on est au 100e anniversaire, donc justement, de l'imprimerie Dupuis, donc de la maison d'édition Dupuis. Et donc du coup, voilà, ils cherchent absolument à savoir où est Spirou, puisque Spirou a à peu près disparu, voilà, et voilà. Et en fait, l'action passe à quelques jours auparavant, et on suit donc Spirou Fantasio, en fait, qui sont tout simplement en train de faire du camping. C'est une de leurs activités qu'ils aiment bien faire. Voilà, ils sont non loin de Champignac en Cambrousse, célèbre lieu où on revient très fréquemment pour les aventures, et ils se rendent compte que du coup, Sécotine, il y a pas si longtemps, en fait, a fait un article un peu suspicieux, en fait. C'est limite, c'est pas du journalisme, quoi, c'est de la publicité gratuite. Et bon, bah, ils connaissent Sécotine. Sécotine est une journaliste quand même très très forte et dont les compétences ne sont pas à douter. Du coup, ils se disent quand même que c'est chelou. Surtout que c'est un endroit qu'ils connaissent, en fait. Ils l'ont vu il y a longtemps dans une ancienne histoire de Spirou Fantasio. Mais ne vous en faites pas, si vous ne l'avez pas lu, il n'y a aucun souci, tout y est réexpliqué, tout ce qu'il y a besoin de savoir est réexpliqué. Le seul truc qu'il y a besoin de savoir, c'est qu'en fait, ils y sont allés il y a bien longtemps, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Et donc du coup, bon bah comme ils sont un peu intrigués, ils continuent un petit peu à chercher sur internet, ils tombent sur un petit article et ça raconte que ils se rendent compte qu'il y a Zorglub là-bas. Alors Zorglub, c'est un vieux vilain, des fois ami de la série, et donc du coup à chaque fois qu'il est là, bon, ça laisse présager en tout cas quelque chose de chelou. Du coup, ils vont aller enquêter. Et c'est comme ça que tout commence. Le principe, en fait, c'est que c'est Corallion, donc en fait, c'est une cité sous l'eau, en fait, qui, autrefois dans la série, était destinée à être un havre de paix pour, en fait, les personnes fortunées, seulement. Et là, pour le coup, en fait, c'est la fille, en fait, du monsieur qui avait fondé cette ville, Corallion, qui donc récupère en fait le projet et du coup le transforme en zone touristique sous l'eau, histoire de se faire plus d'argent et de permettre, dans les faits, à tout le monde d'avoir accès à ce qui était autrefois le luxe de quelques-uns. On va se rendre compte que oui, derrière ces belles promesses et tout ça, il y a peut-être d'autres choses. Bon voilà, je vais crever l'abcès tout de suite. J'ai beaucoup aimé, en fait. J'ai beaucoup aimé. Je trouve ça même plus intéressant que ce qu'avait fait Johan Evelman avant. Vraiment. Tout simplement parce que il y a un vrai dynamisme dans les pages, tout simplement. Et c'est quelque chose à laquelle je suis extrêmement attaché, le dynamisme des pages. Et vraiment, on a des scènes d'action très très bien faites. Voilà, des pages sans dialogue, aucune, ou juste c'est le découpage et la façon dont l'action est mise en avant, en fait, qui font passer l'histoire. Et c'est vraiment extrêmement lisible, c'est très rigolo. Tant que je suis dans la mise en page rigolote, en fait, à un moment, Spirou et Fantasio, en fait, sont séparés de Spip. Et donc, en fait, pendant un moment, en fait, on suit donc les aventures de Spirou et Fantasio, hop, sur la page d'en haut. Et en fait, pendant plusieurs pages, sur la page d'en bas, en fait, on a une petite bande, un petit strip, en fait, qui nous raconte ce que fait Spip, et on a ce petit strip en fait qui suit comme ça pendant plusieurs pages, et c'est une idée que je trouve particulièrement intéressante et qui en fait fait que du coup t'es agréablement surpris à la lecture. Voilà, j'aime bien en fait quand on arrive à sortir de cet éternel gaufrier qui pour moi plombe beaucoup mes lectures de franco-belge en général. J'aime bien quand on tente des choses, quand on est dynamique avec les cases, voilà, j'adore ça.
Et voilà, ils ont tenté, ils ont tenté et ça marche. Alors au niveau du scénario, alors je ne vais pas spoiler en fait, donc je ne vais pas aller plus loin que ce que je vous ai raconté. Il est très bien ficelé. Après, il est très bien ficelé, mais le scénario n'est pas terminé. Très clairement, et c'est quelque chose qu'il faut savoir, c'est en fait la partie 1 d'une histoire. C'est-à-dire que très clairement, contrairement à d'autres histoires de Spirou Fantasio où l'histoire est l'album en lui-même, là, clairement, les choses sont laissées en suspens, on a du mystère qui reste sur certaines choses, et notamment parmi ces choses, est-ce que Spirou est vraiment mort ou pas ? Est-ce que le titre est mensonger ou pas ? Voilà. Mais il y a d'autres choses aussi, en fait, on ne sait pas encore vraiment... On voit beaucoup de choses sur ce qui se trame dans Corallion, mais on n'a pas encore tout le fin mot sur comment tout fonctionne. Voilà, il y a encore quelques zones d'ombre, et clairement il y a aussi quelque chose qui nous est teasé à la fin de ce numéro, qui normalement est un changement de statu quo énorme. Voilà. Et l'histoire est vraiment intéressante. Il y a plein de petites cases en fait. Les cases que j'adore dans Spirou, c'est les cases un peu histoire de vie. C'est des choses qu'on a assez peu chez Tintin ou des trucs comme ça en fait. Et c'est des choses qui m'ont toujours fait plaisir en fait. Spirou et Fantasio sont vivants, ils ont des choses qu'ils apprécient. Fantasio recommence à faire l'inventeur, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu Fantasio en fait inventer des choses. Parce que oui, Fantasio est un gaffeur, mais pas que. Fantasio est aussi quelqu'un de finalement assez intelligent, très brave. Il a aussi un petit côté excentrique, au sens qu'il aime bien faire des inventions et tenter des choses en fait. C'est voilà, Fantasio c'est un personnage incroyablement intéressant. En fait, c'est mon personnage favori des aventures de Spirou Fantasio. C'est Fantasio. Et donc voilà. Et du coup, ouais, on voit en fait les trois personnages briller, ce qui est pour moi le signe d'une très bonne histoire de Spirou et Fantasio. Pour moi, l'un des énormes points des aventures de Spirou, c'est justement qu'on a un énorme duo. Contrairement à voilà, les aventures de Tintin et Milou, où en fait Milou, on s'en fout un peu, et on préférait voir Haddock, mais Haddock il est pas tout le temps là. Contrairement à Black et Mortimer, où en fait, non, soyons francs, voilà, c'est les aventures de Mortimer, et de temps en temps, tu verras 4 cases avec Blake. Non, là c'est Spirou et Fantasio, et les deux, dans les meilleures histoires, en fait, ont art égal, en fait, du spotlight. Ils font sensiblement autant de choses. Même Spirou peut être maladroit, gaffé, et faire en fait des choses qui normalement devraient retomber au comic relief. Mais Fantasio n'est pas juste un comic relief, et Spirou peut échouer, se laisser emporter, des trucs comme ça. Bref, c'est ce que j'adore dans Spirou et Fantasio, et je trouve qu'on le retrouve là-dedans. Là où on trouvait peut-être un peu moins ça, justement, je trouve, sur Johan Evelman, Spirou s'emportait beaucoup moins. Ce qui me gênait un petit peu. Niveau dessin, il n'y a rien à dire, en fait, c'est du très très bon. Les personnages, en fait, restent très fidèles à eux-mêmes, mais du coup, c'est vraiment les décors qui ont gagné, en fait, une très grande force, je trouve, évocatrice. Voilà. Donc, du coup, je trouve que ça marche extrêmement bien. Voilà. Alors après, c'est là le petit souci, c'est qu'en fait, du coup, si tu veux vraiment lire cette histoire, il va falloir que tu lises aussi celle qui va venir après. Et que celle qui va venir après, c'est pas pour tout de suite, quoi. Même si, et là c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, de base, avant même que l'album ne sorte, Dupuis disait « Oui, alors du coup, on s'est mis d'accord avec cette équipe créative, il y a un plan pour plusieurs albums, et donc il y a tout ça. » Donc, c'est pour ça que je me dis, on est sur quelque chose de très sympa, et on va pouvoir tout simplement suivre tout ça. Et voilà, je suis extrêmement enthousiaste sur ce tome.
plus enthousiaste que je ne l'étais sur les tomes de Johan Evelman, qui ronronnaient un petit peu pour moi. On est sur quelque chose d'extrêmement bien et qui en même temps accueille à bras ouverts les nouveaux venus. Voilà, si vous ne connaissez pas Spirou et Fantasio, vous pouvez y aller, c'est un excellent tome. Voilà, vous allez découvrir plein de personnages rigolos et voilà. Et si jamais vous adorez Spirou et Fantasio depuis longtemps et tout ça, en fait, je le trouve étonnamment tight. Il se tient très bien par rapport à plein de thèmes en fait qu'on retrouve dans toute la série. Et pour moi, la couverture en elle-même, pour moi, me prouve que c'est des gens qui connaissent la série qui l'ont fait. La mort au sens définitif, au sens vraie mort où on est vraiment en danger et où vraiment on pense que quelqu'un peut être mort, elle a extrêmement régulièrement été liée à l'eau, à l'élément aquatique dans la série Spirou et Fantasio. Dans le repère de la Murène, on pense que le marsupilami est mort dans l'eau, enfin Spirou aussi manque de se faire tuer dans l'eau à ce moment-là. La vallée des bannis, où en fait c'est Fantasio qui finalement donc donne la main à Spirou et réussit à le récupérer. Paris sous Seine, où là on pense que c'est Spip qui est mort, et là encore une fois pour se remonter le moral, il y a encore une poignée de main très forte entre Spirou et Fantasio. La mort est souvent liée à l'élément aquatique et depuis la vallée des bannis est liée aussi à la poignée de main qu'on a retrouvée du coup dans Paris sous Seine. Et je ne vais pas spoiler, mais ces éléments sont en effet repris dans ce tome c'est des gens qui connaissent leur Spirou et Fantasio qui font ça. C'est vraiment bien trouvé. Voilà, on a des mystères qui nous restent, notamment il y a quelqu'un dont on ne connaît pas l'identité, mais qui a aidé nos personnages, mais on ne connaît pas l'identité, on a des doutes sur qui est cette personne, mais voilà. Alors après vient la question à 10 millions, est-ce que Spirou est mort? Je pense pas. Je vois déjà comment on peut, à partir des éléments présentés dans l'album, comment Spirou peut s'en sortir et que en fait c'est la continuité logique de ce qu'on a vu dans l'album. Mais voilà, c'est un album que j'ai beaucoup aimé. Si jamais vous souhaitez commencer tout simplement à lire du Spirou Fantasio, c'est, je pense, une bonne porte d'entrée, en tout cas une porte d'entrée suffisamment dynamique et fraîche pour en fait être vraiment intéressante, tout en se permettant aussi de remettre en place les différents personnages de la série que l'on croise régulièrement. On entend parler de ses copines, on sait qu'il y a les reporters, tout ça, il y a Zorglub, il y a le comte de Champignac, et finalement c'est un peu le starter pack pour suivre les aventures de Spirou et Fantasio. Donc voilà, en tout et pour tout, un excellent tome, que je vous recommande vraiment, il est très très bon. Et voilà, je vais juste finir donc avec finalement un extrait en fait de dialogue d'un autre tome de Spirou Fantasio qui est La Vallée des Bannis, et tout simplement voilà, essayer de se dire que peut-être en fait justement les auteurs ont peut-être essayé de se résoudre en fait à donner en fait ce que Fantasio voulait à ce moment-là. Fantasio Magazine. Voilà, c'était SN Parode pour première impression sur la mort de Spirou, et j'ai kiffé. Salut à tous. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce, un commentaire aussi, ça fait toujours plaisir. Et puis pourquoi pas venir donc sur notre Discord, vous trouverez le lien en description et aussi en commentaire. Voilà. Et puis à une prochaine fois.